Ça ne veut pas dire que tout est noir, bien évidemment, mais malheureusement, sur une balance, je pense qu'il y a plus de points négatifs que positifs, même si, moi je le dis, même si ça peut choquer certains, il y avait des aspects que je trouvais positifs. Alors on peut multiplier les exemples. Donc d'où, c'est pour ça que dans l'ouvrage, j'écris « Je me méfie des révolutions ». Je me méfie des révolutions, je l'ai dit, je pense, chapitre 1 ou 2. Je préfère les réformes profondes, les réformes véritables. Ce ne sont pas des réformettes, hein. Ce sont des réformes profondes, parce que très souvent, la révolution qui était censée être aux côtés du peuple a trahi les aspirations du peuple. Je prendrai également l'exemple, et ça c'est un exemple vraiment qui va parler beaucoup aux Arabes, surtout, et aux Turcs. Moi je me rappelle quand j'étais gamin, le film qui m'a le plus marqué, je l'ai vu une vingtaine de fois, c'est le film Laurence d'Arabie. Un film magnifique, décor somptueux. Et donc c'est vrai qu'au début, moi personnellement, j'étais totalement derrière le militaire Laurence d'Arabie. Alors cette vision romanesque de les Arabes se mettent ensemble pour renverser les Turcs bien évidemment présentés comme des sauvages, des barbares, des militaires agressifs dans le film même. Et donc lorsqu'on grandit, on étudie un peu, on s'informe, on se rend compte que la Grande-Bretagne, voilà, via l'agent Laurence d'Arabie, est arrivé à faire, entre guillemets, vaciller ou carrément exploser ou imploser. C'est vrai que l'Empire ottoman est à la fin de son règne, puisque je pense qu'on l'appelait même l'enfant malade ou l'homme malade de l'Occident. Donc on se rend compte que voilà, les Arabes se sont émancipés, mais pourquoi faire? Et donc, pour faire quoi? Pour qu'il y ait plus de division. Là où par le passé il y avait un califat, certes qui était un califat injuste, certes il y avait énormément de choses à dire, mais est-ce que cette révolution arabe des années 10-20 a permis au peuple de s'émanciper? Non, puisque dès que les Arabes ont eu entre guillemets leur indépendance, ils ont été automatiquement colonisés par les Anglais et les Français. Et donc voilà un exemple d'une révolution totalement instrumentalisée, avortée, qui ne sert pas l'intérêt des peuples. Et donc par rapport aux résistances, les stratégies elles sont multiples. Je dirais que certains vont, je vais parler du cas belge, entrer en résistance sur le plan politique, d'autres sur le plan associatif, d'autres sur le plan économique, etc., etc. D'autres vont employer, alors il y a des moyens, Internet, les bouquins, les manifs, les rassemblements, les pétitions, il y a toute une série de possibilités, d'outils, de moyens que vous connaissez, donc on ne va pas trop rentrer dans les détails. Mais la résistance, c'est important de l'affirmer, de le rappeler, c'est que moi, lorsque j'écoute les gens, j'ai l'impression que tout le monde est en résistance. Et lorsqu'on gratte un peu, on met derrière le mot résistance, comme derrière le mot révolution, tout et n'importe quoi. Et donc résistance avec S, mais ma résistance, elle n'est absolument pas celle de l'extrême droite, des groupes fascistes. J'aime pas employer le terme des islamistes égorgeurs, puisque maintenant, clairement, je les appelle les islamistes égorgeurs. Et donc, ma résistance, elle s'inscrit dans un cadre qui est un cadre légal, clairement, qui est un cadre légal, mais en même temps qui est un cadre très virulent. C'est-à-dire qu'on part du principe que être un militant de la paix ou être un citoyen actif au sein d'une démocratie doit nécessairement se faire d'une manière bien précise. Et souvent, lorsque on parle de « je suis un militant pour la paix » ou « je n'ai pas envie de sortir d'un cadre légal », ben souvent on vous présente comme un has-been. Alors que c'est intéressant de constater que ces personnes-là auront la plus grande admiration pour quelqu'un comme Mandela, ou encore pire, comme Gandhi. Et donc, beaucoup oublient par exemple que les instruments et les outils qu'a employé Gandhi contre l'Empire anglais, britannique, étaient des outils totalement pacifiques, mais qui ont fait beaucoup plus mal à l'Empire britannique, par exemple, que toutes les résistances violentes, que les opérations de résistance ou terrorisme, puisque c'est un terme à la mode. Alors, et donc c'est important de comprendre que parfois, la résistance pacifique est l'une des armes les plus intelligentes stratégiquement, que ce soit dans une démocratie et même dans une dictature.
Alors maintenant, certains me disent, ouais, mais le Gandhi, ton Gandhi, il n'aurait pas fait long feu avec Hitler. Oui, c'est vrai. J'imagine que si Gandhi était en Allemagne, ou si l'Allemagne colonisait à l'époque l'Inde ou les Indes, et que Gandhi aurait mené sa politique, probablement que Gandhi aurait été envoyé dans un camp d'extermination, et voilà, donc il n'aurait pas pu mener à bien sa révolution. Maintenant, il faut toujours trouver un juste milieu. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que je suis dans une posture du juste milieu, où ça, c'est comme une balance. Je prends le pour, le contre. Alors, je pars du juste milieu parce que je suis aussi de croyance musulmane. Et que lorsque je milite en tant que citoyen humaniste, universaliste, mais je ne rejette pas ma spiritualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dualisme. Je suis musulman, je laisse mon islamité au porte-manteau, et puis je rentre chez moi, je vais à la mosquée, et puis je redeviens musulman. Je suis musulman, mais mon islamité fait en sorte que c'est une islamité universaliste. Donc ce n'est pas quelque chose qui oppresse, qui enferme, qui réduit, qui caricature l'autre. C'est quelque chose qui aide. Et donc l'islam égale le prophète également de l'islam, qui poussait justement les musulmans à pratiquer une politique ou une religiosité du juste milieu. Je pense qu'il y a là un autre verset, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, qui l'atteste clairement. Donc ma perception de résistance ou de militantisme, elle s'inscrit dans un cadre légal, dans un cadre de résistance pacifique, et la résistance pour moi pacifique est beaucoup plus, peut-être, pas toujours, hein, mais peut-être beaucoup plus efficace qu'une résistance agressive, violente, anarchiste. Et la résistance anarchiste peut être également pacifiste. Donc les choses sont beaucoup plus complexes et il faut parfois nuancer pour ne pas avoir un point de vue trop tranché, mais un point de vue le plus affirmé, le plus juste possible. Et donc je fais également de mon islamité, puisque c'est à la mode en Occident de séparer l'espace public et l'espace privé. Je pars du principe que la laïcité bien comprise, celle de Bobéro et d'autres, est une laïcité qui doit illuminer et donner, en tout cas respecter tous les citoyens, et non pas une laïcité qui oppresse, une laïcité qui enferme, une laïcité qui n'est pas une laïcité qui est un ethnocentrisme qui malheureusement est totalement dans l'esprit des Lumières. Hein. Alors là, ça pourrait heurter, parce que souvent on nous présente les Lumières comme la référence occidentale, en tout cas les prophètes de cette pensée universaliste européenne. Les Lumières, et j'en parle un tout petit peu dans le bouquin, ont été une période de l'histoire troublante, complexe, et alors je ne vais pas tomber dans la caricature en disant que c'était totalement négatif, mais c'était en tout cas très loin d'être positif. La pensée des Lumières, si elle a libéré le peuple, elle a surtout libéré une certaine bourgeoisie, une aristocratie. Elle a malheureusement été une doctrine ou une pensée qui a justifié la colonisation clairement, qui a mis sur pied cette pensée naturaliste, et même plus, à savoir de catégoriser les êtres humains. Vous êtes blanc, riche, vous faites partie de la bourgeoisie, vous êtes tout en haut de la pyramide raciale, vous êtes arabe, vous êtes peut-être au milieu et un peu en bas, vous êtes noir, vous êtes tout proche du pygmée. Et donc, par rapport à cela, il est important de comprendre que tout ce qu'on nous a vendu dans l'enseignement, l'école, les médias, le monde politique, à savoir, moi je parle dans le bouquin de farce occidentale. Il y a plusieurs farces occidentales, parce que l'excès et la radicalité excessive, il faut être radical, mais pas être radical excessif. C'est pour ça que, quelque part, j'étais également contre l'action Burqa Blabla, on va en parler par la suite. Et là, on est clairement en termes de stratégie. Il faut savoir que lorsqu'on mène une action, le pouvoir dominant a toutes les cartes en main pour vous diaboliser. Alors, soit vous acceptez la diabolisation, quelque part, lorsque vous êtes militant, vous allez diaboliser, donc à un moment donné, vous devez quelque part l'accepter, mais en même temps, vous devez être intelligent et ne pas être l'idiot utile qui, à un moment donné, va, via son discours, des activités, des projets politiques, donner des munitions à vos adversaires pour encore mieux vous liquider. Et donc, d'où l'importance pour moi, parfois plus que le fond, puisqu'en général, sur le fond, on sera tous d'accord à 99%, mais la forme va faire en sorte que là, on va réellement diverger. Et chacun aura sa vision, ses tendances, ses stratégies, ses méthodes, etc., etc. Pour le moment, je ne pense pas, par exemple, que la posture politique classique
est une stratégie gagnante. Dans le sens où, en Belgique, nous sommes dans une particratie et pas tellement dans une démocratie. Alors, c'est quoi la différence? C'est que on est dans un système plus ou moins démocratique, je dis plus ou moins démocratique, mais qui est surtout une particratie, c'est-à-dire que ce sont les pouvoirs aux partis, ce sont les partis qui ont le plein pouvoir. Alors vous allez me dire que c'est le cas dans les 27 pays de l'Union européenne, oui, peut-être, sûrement, mais ici, la Belgique, à partir du moment où ça s'est construit sur 3 piliers de l'État, un pays pilarisé avec les piliers catholiques, le pilier libéral et le pilier socialiste franc-maçon, fait qu'à un moment donné, laïcs francs-maçons, et les francs-maçons se retrouvent également chez les libéraux, et certains diront aussi chez les chrétiens. Donc à partir du moment où vous avez ces 3 piliers qui verrouillent à triple tour, pas à double tour, le pays, que ce soit sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan associatif. Je vous donne un exemple parce que ça pourrait être flou. Par exemple, si vous êtes une association, si par exemple moi je crée une association et que je drague un mandataire PS ou je prends ma carte du parti XPS pour ne pas le citer, eh ben, j'aurai beaucoup plus de facilité à avoir un subside que si je reste indépendant. Voilà pour moi une dérive clairement démocratique. Parce que pour moi, ce sont le projet qui doit être primé ou qui doit être financé ou subsidé. C'est la pertinence du projet et non le copinage et le clientélisme. Et malheureusement, que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs, ce n'est pas propre bien évidemment à l'Occident. On est dans le clientélisme. Mais vu que l'Occident se présente comme la mère ou comme la référence mondiale intergalaxicale de tout ce qui existe sur le plan économique, politique, idéologique, sociologique, humanitaire, humaniste, il fait qu'à un moment donné, nous, en tant que citoyens européens occidentaux, nous devons être très critiques par rapport aux dérives de ce système. Moi, je n'aurais pas la même virulence, par exemple, sur le monde africain, alors qu'il y a énormément de choses à dire. Pourquoi? Parce que jamais le monde africain, depuis 1000 ans, ne s'est présenté comme donneur de leçons, comme un pouvoir impérialiste, comme ayant la science infuse, comme ayant une culture dominatrice qui est la plus belle, la plus extraordinaire au monde. Ce qui est le cas en Europe depuis le XVe siècle au moins, et depuis, entre guillemets, la découverte des Amériques, et notamment le massacre des Amérindiens. Ce qui fait que nous, en tant qu'Occidentaux, non seulement on doit décortiquer tous les aspects historiques, on doit bien comprendre la sociologie, on doit bien connaître le contexte, on doit bien comprendre les forces en présence. Quand je dis les forces, c'est-à-dire les adversaires, c'est-à-dire les ennemis, les adversaires, les alliés et les frères, entre guillemets. Et les frères, ce n'est pas une appellation ethnique, bien évidemment, c'est être frère de lutte, de combat. Et ça, c'est important à un moment donné, puisque très souvent, je constate, ou j'ai constaté, que le militant de base ne prend pas cela en compte. Le militant qui a 18-20 ans, qui commence à militer, qui est jeune, naïf, et puis qui veut faire changer le monde, il est dans la posture « change the world hein, », dans cette vision un peu utopiste de mai 68, qui a des aspects négatifs et un tout petit peu positifs, mais également négatifs. Puisqu'elle a été quelque part une politique qui a détruit les familles, notamment, voilà, mais bon, c'est pas peut-être le but du sujet, mais c'est important de toute la mythologie que l'Occident met sur pied, et tout ce que l'Occident présente comme quelque chose ou une avancée extraordinaire, nous ne devons pas la rejeter. Nous ne sommes pas, si vous voulez, des opposants épidermiques. Il y a des choses que l'Occident a fait qui sont intéressantes. Mais nous devons être pas le plus méfiant, c'est pas le terme adéquat. On doit être sur nos gardes. Parce qu'en étant occidentaux ou occidental, on sait comment la puissance, la domination occidentale se fait par les mentalités. On sait et on connaît la subtilité. C'est-à-dire que vous allez dans le monde arabe, vous prenez un livre d'histoire, il est très facile de le démonter parce que c'est tellement grossier que c'est la propagande du gouvernement arabe A, X ou Y. Alors c'est très facile et ça fait même marrer les démocrates occidentaux. En Occident, on est dans le raffinement, la subtilité, l'intelligence, la rationalité. Et donc moi je parle notamment dans le bouquin je fais la parenthèse, de l'islamophobie, ou ce qu'on appelle la question du tissu ou du foulard. Il n'y a pas plus irrationnel comme posture que ce que nous voyons depuis une dizaine d'années sur la question du voile. Parce que là, on est clairement dans l'irrationalité. Puisque les Occidentaux, et quand je dis les Occidentaux, attention à ne pas
ce n'est pas le Jean-Jacques qui est à l'extérieur avec son café. Hein. Lorsque je parle des Occidentaux, c'est important parce que nos adversaires ont cette facilité à nous stigmatiser par rapport au discours énoncé. Lorsque je parle du blanc, ce n'est pas mon frère blanc de lutte. Lorsque je parle blanc, c'est le concept du blanc dominateur, de l'oligarque qui est trader, super trader, ou qui est à Washington ou ici au Parlement européen. Et donc le petit blanc souffre tout autant que l'arabe, le musulman, etc. Et vous avez des musulmans qui est tout aussi oppresseur et dictatorial dans sa tête qu'un oligarque blanc. Et donc c'est important de comprendre cela, de ne pas, lorsqu'on mène des luttes, d'être figé sur le plan ethnique, communautaire, religieux, et de se dire, tiens, là, je ne suis pas d'accord, mais ce sont des chiites. Moi je suis sunnite musulman. Donc moi je vais être du côté du sunnite, donc je vais être contre telle politique. Je veux dire, à un moment donné, lorsque vous êtes militant, soit vous avez une éthique, soit vous êtes sérieux, soit vous restez chez vous à la maison. Maintenant, quand vous êtes militant, vous pouvez vous tromper. Et moi, je me suis sûrement trompé, comme je pense la plupart des militants qui sont ici. Mais il y a se tromper délibérément, et il y a à un moment donné, avoir une éthique et faire le maximum pour être honnête. Et donc, d'où l'idée vraiment de savoir dans quelle pièce on joue, savoir qu'on a des ennemis. Et les ennemis, ce ne sont pas les adversaires. Qu'on a des adversaires, mais qu'on a aussi des alliés. Et les alliés peuvent à un moment donné devenir des adversaires. Et qu'on a également des frères. Et on a à un moment donné des frères où on peut militer 3, 4, 5, 6 ans, et à un moment donné, ce frère-là peut devenir un adversaire. Et les choses sont malheureusement mouvantes, parce qu'on évolue dans le temps, parce que sociologiquement également, et politiquement, il y a des avancées, où il y a des retours en arrière. Et donc, voilà, c'est complexe. La vie est complexe, le militantisme. Être militant, c'est quelque chose de très dur, de complexe. Oui, s'il te plaît. Non, vas-y, c'est vrai, vas-y. Je ne vais pas être trop long non plus. Non, parce que c'est un des points pour moi de discussion et de débat, un point important, où je ne partage pas certains points de vue dans ton bouquin. Donc, parce que tu dis qu'on est d'accord à 99% sur les analyses, mais qu'on a des divergences sur les méthodes d'action, ou sur certains trucs, comme tu as dit, pour blabla ou des choses pareilles. Mais moi, je trouve quand même que dans ton livre, la question de ce que tu as appelé la balance ou le juste milieu, que ça revient dans les faits à mettre sur le même pied, dans certains cas, des actions qui appartiennent pour moi à la résistance, même si on n'est pas d'accord avec les méthodes, et l'oppression. Je trouve que ça se voit dans ta position sur Israël-Palestine. Bon, ça c'est déjà une question importante. Mais je trouve que je voudrais lire parce que, donc par exemple, tu dis... page 76, tu peux la remarquer. Merci. Page 76. C'est pas moi qui l'ai écrit. Ceux qui ont le regard, peuvent regarder. C'est mon ego. Page 76. Non, je trouve, d'une part, dans le paragraphe précédent, ce terrorisme-là, etc., tu dis qu'on ne peut pas mettre sur le même pied le terrorisme d'État et le terrorisme du résistant. Mais après, tu dis, cette équation musulman égale islamiste égale terroriste, comme celle de l'Occident égale impérialiste égale criminel, a fait le beurre des deux extrémismes, à savoir des faucons américains et des conservateurs européens, en passant par que quelques éléments isolés de la gauche. Donc à ce moment-là, moi je me sens très interpellée parce que moi je souscris à l'équation Occident égale impérialisme égale criminel, et je trouve que ce n'est pas, c'est une réalité pour moi historique et actuelle, alors que je ne souscris pas à l'équation musulman égale islamiste égale terroriste. Et je trouve que souvent dans ton bouquin, tu mets sur le même pied, pour moi, l'adversaire ou le monde qu'on combat et ceux qui le combattent. Et je trouve que ça a comme conséquence aussi que les gens, parce que tu dis que c'est important de savoir qui sont les alliés et qui sont les ennemis dans les combats qu'on mène, même si ça peut changer avec le temps, ça je suis d'accord. Ben, je trouve que pour moi, pour moi les alliés, ce sont effectivement des gens qui trouvent que l'équation Occident égale impérialisme égale criminel est juste. Parce que pour moi, ça correspond à la réalité. On peut intervenir aussi. Non. Pour le moment, c'est moi qui fais encore le débat. Donc, il bouillonne, lui. je veux dire, pour moi, ton approche comme tu as dit, je pèse le pour et le contre, je prends une balance, etc. Donc moi, je trouve que ça t'amène souvent dans ton truc, d'abord à, je trouve, un peu aussi embellir la démocratie occidentale,
je trouve que ce que tu nous as expliqué en préambule, que tu as déjà perdu 2 emplois parce que tu as osé ouvrir ta bouche sur quelques questions d'Israël dans ce pays. Bon, on peut faire le tour ici de tous les gens qui sont réprimés d'une manière ou d'une autre, simplement parce qu'ils parlent. On ne parle même pas de mener des actions, hein, simplement parce qu'ils expriment des opinions ou parce qu'ils posent des questions aux élus maghrébins. Donc, moi, personnellement, je trouve que ton livre est très conciliant. Et que, par rapport à... Oui, c'était pas le but. Oui, je sais. Mais moi, je crois que... Je pense que c'est une question de fond. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que, par exemple, pour dire les choses platement, tu n'as pas égalité comme un mouvement de résistance dans les... Bon, ce qui m'a quand même un peu étonné, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec nous ou avoir des divergences, mais nous, on se positionne clairement comme un mouvement de résistance, mais effectivement avec l'équation Occident, impérialisme criminel, parce que on vit, nous ici, on vit au cœur de l'Occident. Donc je trouve avoir une position claire sur le système dans lequel on vit, que c'est pour moi la base politique des fondements d'une résistance. Et après, on peut discuter sur les actions qui sont pertinentes ou qui ne le sont pas, sur participer aux élections ou pas, faire des actions provocatrices ou pas, manifester ou pas. Pour moi, c'est secondaire, mais au moins, il faut se mettre d'accord que oui, on vit au cœur du système le plus criminel de cette planète, qui a le plus de crimes à son actif et qui continue à en faire tous les jours. Et quand tu parles de la période justement en 2001 à maintenant, pour moi, c'est vraiment l'apothéose d'un monde qui est ça tu dis aussi, en déclin, mais qui sort toutes ses griffes tous azimuts, quoi. Je veux dire, pour moi, le monde n'a jamais été aussi injuste que maintenant. Et moi, je vis depuis 45 ans, donc je veux dire, c'est une constatation, et c'est toujours les mêmes qui sont aux commandes. C'est toujours les mêmes, fondamentalement. Au Occident, je mets Europe et États-Unis, bien sûr. Et je trouve que quand on milite au sein de ces sociétés, avoir une position claire par rapport à la société où on vit, pour moi, c'est le premier pas. Et moi, j'ai toujours l'impression que tu veux, quand même, malgré tout, quelque part, te justifier et malgré tout, quelque part, montrer patte blanche, quoi. Je vais encore juste lire sur Israël parce que... Juste une petite remarque par rapport à ce que tu viens de dire, Conciliant. Je trouve un peu... je ne l'ai pas lu, hein, donc je vais le lire. Hein. Je trouve juste que c'est interpellant parce que quand tu vois la bibliographie sur le base, pour la plupart, ce sont des résistants ce sont des résistants, donc à partir du moment où... Moi, je parle des positions de Moxine, hein, donc je parle de ce que lui écrit. Donc, par exemple, sur Israël, tu dis, c'est d'ailleurs assez contradictoire aussi, tu dis, Israël a le droit de vivre au Proche-Orient. Revenir là-dessus ne serait à mon avis que perte d'énergie, page 7. Ah ouais, je ne sais pas il a écrit non plus. Non. Il est la clé de la compréhension... non, pardon. Acheter le bon bouc. Revenir là-dessus. Donc, j'oserais même ajouter qu'Israël pourrait être un bienfait pour le monde arabo-musulman. Donc déjà, les gens qui contestent l'existence d'Israël, pour toi, ils mènent un combat d'arrière-garde, c'est un peu mis plus ou moins. Par contre, après, tu dis, n'y aurait-il pas lieu de penser à un pays qui rassemblerait juifs et arabes, musulmans et chrétiens, laïcs et religieux? Et ça me semble ça me semble clairement la disparition de l'État d'Israël, qui n'est pas un pays qui veut, un État qui veut que vivent ensemble des arabes, des juifs, des laïcs, des religieux. Donc, moi, bon, je te connais depuis longtemps aussi, enfin, on se connaît quand même depuis un petit temps. Je vais répondre. Oui. Donc, moi, je trouve que la divergence n'est pas une divergence sur les moyens d'action, même si ça peut... Sur le fond. Oui, ce sont des divergences sur le fond. Et que je trouve en même temps que toi, j'apprécie le fait que tu as pris des positions qui ont fait que tu as perdu ton travail, parce que pour moi, c'est quand même un signe qu'on a été courageux quelque part. Mais j'ai en même temps l'impression que tu veux toujours prouver que tu es quand même un bon citoyen occidental. D'ailleurs, ta définition de l'européen ou de l'occidental, je ne sais plus à quelle page elle se trouve, mais tu vas me le dire. Moi, je l'écris, moi, je ne m'y retrouve pas, pourtant, je suis une occidentale, mais je n'estime pas que je vis dans une démocratie. J'estime pas qu'on a un héritage extraordinaire de lumière et compagnie, donc... Ah bon? Non. Okay. On a un héritage... Je vais te répondre alors. Ouais. Je sais pas si... Mais peut-être... J'aurais dû prendre un pic et du feuille, parce que... Oui, c'est le chapitre 3, l'Occident et son histoire. Mais peut-être... Les musulmans pour venir au secours. Attends, Paul, c'est moi qui donne la parole. Oui, mais je peux quand même dire un mot. Mais non, tu donnes la parole. Je ne peux jamais rien dire. Si, mais non, un instant. tu peux Mais pas tu faire. sais même pas ce que j'allais dire.
Je propose qu'avant que Maxime réponde... La résolution en lui ontologique. Je vais être bref. Attends, je propose avant que tu répondes. Je suis désolé. Mais Paul, s'il te plaît, il vient de parler. Je dis jamais. Tu dis jamais rien, s'il te plaît. Paul, je propose qu'avant que Maxime réponde, qu'il y ait encore 2-3 personnes qui réagissent et puis qui répondent à la fois à ce que moi j'ai dit, puisque j'ai lu en partie sur les... J'ai pas tout lu, hein, mais j'ai lu en tout cas, oui. Qui veut intervenir? Nordine? Moi. Mouad, pardon. Mouad, Paul et monsieur... Abdel. Ok, on commence avec ça? Je peux répondre ou bien... Non, je pose chacun qui... les Tu questions. répondras aussi. Pas trop. Je vais peut-être une feuille. Tiens. Voilà. Donc que chacun essaye d'être quand même un peu concis pour que Maxime ait le temps de répondre aussi. Démocratie. Donc d'abord moi, Nordine, Paul et Abdel. Vas-y. Une question toute simple. Déjà la couverture du bouquin, je vois que la couverture est toute noire. Donc moi je me posais la question de savoir est-ce que c'est un bouquin pessimiste ou un bouquin plutôt qui tend vers l'optimisme. Voilà. C'est tout. C'est parce que c'était ça en noir et blanc. Non, mais ça a son importance. Ouais, Nordine, c'est une question courte mais importante. C'est pas d'abord à tout le monde, cool, hein, c'est une soirée où on boit, après il y a de la tarte qui nous attend et tout. Moi je suis content d'avoir mon frère à côté de moi, Mohsen. Je dis vraiment mon frère et je ne vais pas le définir parce qu'il a déjà fait. J'ai jamais considéré Mohsen, c'est mon frère, mon grand frère. On a fait un parcours d'une dizaine d'années de résistance ensemble. On a créé le mouvement citoyen Palestine, entre autres, ensemble. On a fait d'excellentes initiatives qui resteront marquées, je pense, dans l'histoire de ce pays. Ça, j'en suis persuadé. J'ai jamais considéré Mohsen autrement que mon frère, ni comme un allié, ni comme un ami, ni comme un adversaire. C'est un frère, ça a toujours été un frère.